en as parlé précédemment. En parlant des champions nationaux, c'est intéressant de mieux les définir pour mieux comprendre leurs besoins et savoir quelles barrières doivent tomber. Et je pense que c'est une question que Roselyne Chambrier maîtrise parfaitement. Roselyne, à toi. Merci Nicolas. Alors c'est très intéressant ce que le ministre Papa Amadou Sarr dit. Enfin, il y a 3 choses sur lesquelles je veux rebondir avant de commencer. Disruption. Donc ça, c'est vrai que nous, le modèle qu'on a, c'est vraiment de challenger le statu quo et d'avoir vraiment un nouveau modèle dans la façon de développer des projets, et j'en parlerai. Et vraiment aussi le fait de se dire qu'aujourd'hui, on est dans des situations où on veut développer nos économies, c'est les infrastructures, oui, mais c'est l'industrialisation. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, on va parler de la Côte d'Ivoire, on a 400 000 jeunes qui rentrent tous les ans sur le marché de l'emploi. Comment créer des emplois? L'industrialisation. Et c'est vrai que les projets sont souvent... avance plus rapidement quand c'est porté par l'exécutif, donc le chef de l'État ou la primature. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a noté, nous, en développant des partenariats publics-privés dans plusieurs pays de la sous-région et sur lesquels je voulais rebondir. Alors, les champions nationaux, c'est très intéressant parce que comment on les définit, on a des contextes nationaux différents. C'est vrai que moi, la définition que je veux donner au champion national, c'est effectivement un leader industriel dans son secteur, un entrepreneur qui a émergé. Mais pour moi, ça n'a pas de sens si c'est pas quelqu'un qui tire tout le tissu de PME et qu'il n'y a pas un développement inclusif. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des leaders de secteur, mais s'il n'y a pas d'inclusion, de croissance inclusive, ça ne sert à rien parce que le taux de pauvreté, il va pas beaucoup évoluer. Et à la fin de la journée, je pense que ça n'a pas vraiment de valeur. Alors aujourd'hui, comment, avec les financements, comment on peut faire pour avoir une émergence d'entrepreneurs locaux et tirer en même temps le tissu des PME. Je pense qu'il y a des solutions. On voit les États aujourd'hui qui demandent, par exemple, qu'il y ait un pourcentage d'entreprises locales qui obtiennent des marchés publics. Je pense qu'on peut aller aussi loin avec les DFIs, par exemple, dans les levées de fonds de dette, d'avoir, ce serait une contrainte, une obligation d'avoir des entreprises locales pour un pourcentage de la valeur du marché. Ça implique évidemment que les entreprises locales soient compétentes et compétitives en amont. Et il y a un vrai sujet, moi je pense que les États aujourd'hui, les gouvernements, effectivement tout le monde veut encourager les champions nationaux. Bon, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, ça me rappelle un petit peu, moi je suis logisticienne, dans les ports, tout le monde veut un hub. Ben non, tout le monde ne peut pas avoir un hub. Alors, donc, la problématique, c'est que pour moi, si un État ne peut faire émerger de champion national que si lui-même, il est champion en tout. Champion en éducation, champion en formation, champion dans le code des investissements, champion dans les coûts de production, donc la main-d'œuvre et les prix, par exemple, de l'électricité, champion dans l'accès au crédit. Et ça, c'est un vrai sujet, l'accès au crédit, parce qu'aujourd'hui, les PME africaines, en tout cas nous, les sociétés avec lesquelles on travaille, il y a moins de 20% qui ont accès à des lignes de financement. Quand vous allez chercher des financements, on vous demande des garanties que vous ne pouvez pas donner. Et donc, il y a un vrai sujet d'accompagnement, d'encadrement aussi des États pour faire émerger ces champions nationaux-là. Il y a un autre sujet, alors j'aurais pu parler du Bénin, du Togo, du Gabon, on est en Côte d'Ivoire, je vais parler de la Côte d'Ivoire. On a des très belles ambitions. Aujourd'hui, on parle d'un projet de 3 zones économiques industrielles qui vont créer 350 000 emplois en 10 ans. On va transformer... c'est avant que tu te lances dans les start-up vallées. On va transformer localement les produits, des produits agricoles et donc créer de la valeur ajoutée. Ok, tout ça, c'est très bien. Donc nous, notre ADN, effectivement, ça va être d'aller marketer la destination Côte d'Ivoire à l'international. Dans 9 mois, on aura des investisseurs qui vont arriver et qui vont avoir des besoins, des facilités de fonds de roulement et des trade finance. Et les banques ne leur donneront pas les financements.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Nous, on est obligé de se substituer dans un pays comme le Gabon, la zone économique spéciale de Nkok. Tous les ans, il y a 60 millions de besoins de BFR. Et c'est Eurise qui va fournir 30% de garantie de première perte, donc qui se substitue à une banque, ce n'est pas son rôle. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, je ne sais pas, d'envisager un fonds africain où il y aurait des contributions des États régulières qui pourraient garantir les risques PME? Est-ce que même au niveau national, on ne peut pas parler de fonds de garantie, voir quel système on met en place? Parce que donc l'accès au financement, c'est quelque chose de très problématique aujourd'hui pour les entreprises. On en a parlé dans le panel. Bon, déjà, il y a le fait que ce serait bien qu'on puisse s'endetter en monnaie locale, évidemment, pour tous les risques de change et puis pour les facilités pour les PME. Et il y aurait aussi peut-être la possibilité aujourd'hui, les PME, les champions qui arrivent, ils n'ont pas accès à des crédits de long terme. Les banques, traditionnellement, c'est le système bancaire formel, ils nous donnent des crédits de court terme pour nos clients industriels. Et alors aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas penser aussi à des solutions africaines dans l'industrie de l'asset management, de fonds de pension, pour avoir à long terme justement des contributions pour financer ces gros projets-là et tirer ces futurs champions nationaux. C'est très clair et tu as mis le doigt sur le deuxième chaînon manquant. On parlait de venture capital tout à l'heure, mais effectivement les fonds de garantie aujourd'hui qui viennent se substituer à la garantie de l'État et qui permettraient aussi aux banques de jouer leur rôle et de jouer leur rôle à fond. Et c'est ce qui est important et ce qui est nécessaire. La relation de l'emprunteur et la solidité financière, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez une banque commerciale, elle ne sait pas apprécier la solidité financière d'une entreprise parce qu'elle n'a pas d'informations. On a parlé de collecte des données sur des secteurs à 5-10 ans, d'avoir des données sectorielles. Ça aussi, ce serait quelque chose d'intéressant pour réduire les coûts de financement et les maturités. Et vraiment, il y a un sujet sur la notation, de systématiser, même dans le cadre de PPP, les notations des autorités concédantes, des autorités contractantes et des sociétés, parce que l'emprunteur garantirait par sa réputation et non plus par des actifs corporels qui n'ont pas forcément. Et là, on arrive peut-être à une des utilités du think tank. Quand on parle d'absence, de manque de données, c'est effectivement orienter peut-être les travaux pour lesquels le think tank attribuera des bourses, orienter les travaux vers de la collecte de données sur des sujets qui aujourd'hui sont peu traités. Donc le think tank peut être aussi une solution, en tout cas apporter une petite pierre, une modeste pierre à l'édifice, mais orienter les travaux vers la collecte de données qui manque aujourd'hui auprès de chercheurs ou d'étudiants. Voilà. Merci beaucoup, Roselyne.